Bonjour à vous. Il suffit parfois de lever les yeux vers le ciel, un soir sans nuages, pour éprouver à la fois notre petitesse et notre grandeur. Notre petitesse parce que l'immensité de l'univers nous dépasse, notre grandeur parce que nous sommes capables de nous interroger sur lui. C'est précisément ce que fait Fontenelle dans les Entretiens sur la pluralité des mondes, publiés dans une première version en 1686. Avec ce livre, le ciel nocturne cesse d'être un simple décor pour devenir un objet de pensée, et Fontenelle fait de la curiosité humaine une aventure intellectuelle. Cet ouvrage, qui sera revu, corrigé et augmenté par son auteur jusqu'à la fin de sa vie, n'est pas seulement un texte de vulgarisation astronomique. C'est une œuvre capitale de l'histoire des idées, au croisement de la science, de la philosophie et de la littérature, une œuvre qui nous invite à repenser la place de la Terre, et donc celle de l'homme, dans l'univers. Pour en comprendre la portée, il faut rappeler le contexte, car Fontenelle écrit à un moment décisif de l'histoire intellectuelle européenne. Avec Copernic, Kepler et Galilée, l'ancienne représentation du monde a été profondément bouleversée. Pendant des siècles, le géocentrisme avait assuré que la Terre était immobile au centre d'un univers clos. La nouvelle astronomie affirme au contraire que la Terre n'est qu'une planète parmi d'autres, qu'elle tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil. Ce renversement n'est pas seulement scientifique, il est aussi philosophique, car si la Terre n'est plus le centre du monde, alors l'homme ne peut plus se penser comme étant naturellement le centre de la création. Toute la force de Fontenelle est d'avoir compris qu'un tel bouleversement idéologique ne doit pas rester réservé au cercle des savants. Il veut rendre accessible à un public cultivé non spécialiste cette révolution copernicienne scientifique et philosophique. C'est pourquoi il choisit pour son livre non pas la forme du traité, mais celle d'une conversation entre un philosophe et une marquise, une conversation qui se déroulera durant 6 soirées. Ce cadre mondain donne au livre sa légèreté, mais surtout sa force pédagogique, car il s'agit d'un véritable dialogue. Même si le philosophe tient ici le rôle du professeur, la marquise n'est pas présentée comme une élève passive. Elle va poser des questions, elle va objecter et relancer la discussion. Avec ce dispositif choisi par Fontenelle, la science apparaît moins comme un dogme que comme un ensemble d'idées que l'on doit pouvoir comprendre, examiner et discuter. Cela dit, il faut quelque peu nuancer les choses, car Fontenelle ne transmet pas la science telle que nous la concevons aujourd'hui. Son livre reste marqué par les hypothèses de son temps, et en particulier par le cartésianisme. Comme Descartes, il pense l'univers comme un ensemble régi par des lois de matière et de mouvement, et il utilise notamment certains éléments de la physique cartésienne, éléments qui sont aujourd'hui complètement dépassés. On ne peut donc pas lire les entretiens comme un manuel scientifique d'astronomie au sens moderne du terme, mais l'essentiel est ailleurs. Fontenelle met en scène une manière rationnelle de penser. Le cœur du livre, c'est bien sûr l'idée de pluralité des mondes. Il faut ici éviter un contresens. Fontenelle ne parle pas de plusieurs univers au sens où nous pourrions parler aujourd'hui de multivers, par exemple. Les mondes dont il parle ici désignent les astres envisagés comme autant de mondes possibles. La Lune, par exemple, les planètes, et même d'une certaine manière les étoiles, puisqu'elles peuvent être pensées comme d'autres soleils. L'idée fondamentale est donc la suivante. La Terre n'est sans doute pas un cas unique et absolument à part dans l'univers, c'est un astre parmi d'autres. À partir de là, une hypothèse devient pensable. Puisque la Terre est habitée, pourquoi la vie serait-elle nécessairement absente des autres planètes ? Fontenelle ne prétend évidemment jamais démontrer l'existence d'habitants sur la Lune ou ailleurs. Mais c'est ici qu'intervient l'idée de conjecture rationnelle à portée scientifique. Une conjecture, ce n'est ni une pure invention, ni une vérité établie. C'est une supposition raisonnée, fondée sur des analogies, sur des indices et sur la cohérence d'un ensemble d'observations. Elle ne vaut pas comme preuve, mais simplement comme possibilité vraisemblable ou possible. Fontenelle élargit ici le champ du pensable à partir de ce que l'on connaît déjà. Puisque la Terre est un astre habité, alors il n'est pas absurde de supposer que d'autres astres comparables puissent l'être aussi.
Et cette prudence est philosophiquement très importante, parce qu'elle montre que Fontenelle distingue clairement ce qu'on sait, ce qu'on peut supposer et ce qu'on ignore encore. Le livre suit d'ailleurs un mouvement très bien construit. D'un entretien à l'autre, d'un soir à l'autre, le philosophe conduit son interlocutrice du plus proche au plus lointain, du plus familier au plus vertigineux. Il commence par l'idée essentielle. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Elle n'est donc pas un centre fixe, mais une planète parmi d'autres. Et à partir de là, tout change. La Lune cesse d'être un simple disque lumineux pour devenir un monde possible. Les autres planètes, à leur tour, sont envisagées comme autant de mondes. Et puis le regard s'élargit encore. Les étoiles ne sont plus de petites lumières accrochées au firmament, mais d'autres soleils qui sont peut-être entourés eux aussi d'astres et de mondes. En quelques pages, l'univers s'agrandit. Il devient beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouvert et beaucoup moins centré sur nous. C'est ce décentrement qui donne au texte sa profondeur philosophique. Fontenelle opère un double déplacement. Il décentre la Terre, puis l'homme lui-même. Si d'autres mondes existent, et s'ils peuvent être habités, alors les êtres humains n'occupent peut-être pas une place absolument privilégiée dans l'ensemble du réel. Et pourtant, ce décentrement n'est pas présenté comme une humiliation ou une défaite, bien au contraire. L'homme ne devient pas moins grand parce qu'il cesse d'être au centre, mais il devient plus lucide et plus humble. Sa dignité, elle ne tient pas au fait d'occuper une position privilégiée dans l'univers, mais plutôt à sa capacité de connaître, de douter, de raisonner et de comprendre qu'il n'occupe pas cette position centrale. En ce sens, le livre propose une véritable leçon d'humilité intellectuelle. Ce point touche aussi de manière implicite à la religion. Fontenelle n'attaque pas frontalement la foi chrétienne, il reste prudent, et il se garde bien d'entrer dans un conflit direct avec les vérités révélées. Mais en expliquant le ciel par des causes naturelles plutôt que par des finalités religieuses, il met en avant l'explication physique des phénomènes célestes sans entrer frontalement en conflit avec la théologie. La religion n'est pas niée, mais elle est mise en arrière-plan. Or, ce déplacement est décisif, car c'est lui qui rend possible une enquête rationnelle autonome sur la nature, tout en laissant ouverte la question de la place de l'homme dans la création. Bien sûr, certaines thèses scientifiques de ce livre sont aujourd'hui dépassées, mais ça n'enlève rien à l'importance philosophique de l'ouvrage. Ce qui compte ici, ce n'est pas d'avoir donné toutes les bonnes réponses, mais c'est plutôt d'avoir posé les bonnes questions et de les avoir posées avec méthode. Dans cet ouvrage, Fontenelle a mis en scène une démarche rationnelle qui annonce certains traits de l'esprit scientifique moderne. Il a montré que la science n'est pas un amas de certitudes, mais plutôt une recherche qui avance par observation, raisonnement, hypothèse et discussion. De ce point de vue, les entretiens sur la pluralité des mondes annoncent déjà certains idéaux des Lumières, parmi lesquels la clarté, la diffusion du savoir et la confiance dans les capacités de la raison. Le choix d'une marquise comme interlocutrice participe du même mouvement. Sans en faire un geste féministe au sens moderne, on peut y voir en tout cas le signe que le savoir n'a pas vocation à rester enfermé dans les écoles et les académies. La connaissance peut et doit entrer dans la conversation et dans la vie sociale. La raison n'appartient pas à une caste. Elle peut être partagée avec un public cultivé non spécialiste. Enfin, la force du livre tient aussi à sa qualité littéraire. Conformément à l'idéal classique, Fontenelle cherche à plaire et à instruire, et il y parvient avec un style clair et élégant. Il réussit à rendre sensibles des idées immenses sans les alourdir, grâce à un art exceptionnel de la métaphore, de la transition, de l'ironie légère. Avec ce texte, il ne détruit pas le merveilleux, il le déplace. Le merveilleux ne se trouve plus dans les fables, mais bien dans les lois mêmes de la nature, telles que la raison peut les découvrir. Comprendre le monde, ce n'est donc pas le désenchanter, c'est découvrir une beauté plus profonde parce que plus vraie. Voilà pourquoi les entretiens sur la pluralité des mondes sont un texte si marquant. C'est un livre qui compte dans l'histoire des sciences, parce qu'il diffuse la cosmologie nouvelle. Il occupe une place importante dans l'histoire de la philosophie parce qu'il rend sensible le décentrement de l'homme.
Il compte également dans l'histoire littéraire parce qu'il montre qu'on peut écrire la science avec style et élégance. En définitive, Fontenelle nous invite à regarder le ciel avec moins d'orgueil, mais avec plus d'intelligence. L'homme n'est pas grand parce qu'il dominerait le monde, parce qu'il en serait le centre ou parce qu'il en serait le but, mais il est grand parce qu'il peut en contempler l'ordre, il peut en chercher les lois et il peut accepter courageusement d'y tenir une place modeste à partir du moment où il est capable de penser un univers qui le dépasse. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, mais aussi à prendre un maximum de plaisir à la vie.